Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Pascal Advenard, je travaille dans une association, l'Enfance Catalane à Perpignan. Alors c'est une association de loi de 1901 à but non lucratif. Le conseil d'administration, qui est notre employeur, est composé d'anciens élus de gauche et d'anciens travailleurs sociaux proches des élus du conseil départemental de gauche lui aussi. Il n'y a pas à s'y méprendre. Ils se comportent comme n'importe quel patron qui font tourner leur boutique. L'association où je travaille compte environ 240 travailleurs. Des éducateurs spécialisés, des techniciens de l'intervention sociale et familiale, des aides à domicile, des assistants sociaux, des personnels administratifs, des auxiliaires de vie sociale. Si j'en oublie, excusez-moi. Le service aide à domicile regroupe 80 salariés, en majorité des femmes. Alors moi, il y a 25 ans, j'ai commencé par un travail d'aide à domicile qui consiste à aider les familles dans leur quotidien. Ménage, repassage, les courses. Puis j'ai été auxiliaire de vie sociale pour m'occuper des personnes âgées et personnes porteuses d'une maladie. Parkinson, Alzheimer. Alors comme c'est un boulot très fatigant, afin d'arriver à peu près en forme à la retraite, j'ai fait une formation de travailleuse sociale et familiale. Alors c'est un travail auprès des familles en difficulté dans le cadre de la protection de l'enfance, dans l'aide à domicile toujours. Alors l'aide à domicile, c'est un secteur qui s'est beaucoup développé depuis quelques années. Il comprend des personnels variés dans des multitudes de structures, des statuts différents. Ce secteur emploie en grande majorité des femmes et se caractérise par une grande précarité. De plus, les salariés sont souvent isolés. Alors comment militer syndicalement et politiquement dans ce secteur d'activité? Donc je vais vous donner quelques chiffres, mais un peu rapides. Alors aujourd'hui, on assiste à des regroupements d'associations par fusion-absorption. Les plus grandes avalant les plus petites. Des mairies se débarrassent de leur CCAS, Centre communal d'action sociale, dont les missions reviennent aux associations et les salariés y perdent des avantages au passage. Alors environ 570 000 personnes travaillent dans le secteur, dont 250 000 en tant que salariés d'associations ou d'entreprises privées à but lucratif et le reste en libéral. Alors ce secteur emploie 95% de femmes. C'est un secteur vieillissant, avec 45% de salariés de 50 ans et plus et 11% de 60 ans et plus. Les salariés sont employés dans une multitude de structures, petites, moyennes et très grandes. C'est aussi une multitude de statuts associatifs à but non lucratif, associatifs à but lucratif, CCAS, gérés par les mairies, particuliers employeurs, services mandataires. Donc c'est l'association qui gère les contrats de travail et les payes. Prestataires de services, c'est des particuliers qui cherchent une aide à domicile pour faire du ménage. Les financeurs, c'est-à-dire ceux qui payent, les interventions en tout ou en partie, sont multiples. Également, conseils départementaux, caisses de retraite, caisses d'allocation familiale, mutualité sociale agricole, mutuelle, maison départementale des personnes handicapées, MDPH, pour ceux qui connaissent. Alors les métiers sont très divers. Aide ménagère, aide à domicile, auxiliaire de vie, employé de vie aux familles, aide médico-psychologique, aide soignant, agent administratif, technicien de l'intervention sociale et familiale, affecté à la protection de l'enfance. Alors pour vous parler des conditions de travail et des salaires, les contrats sont souvent à temps partiel imposés. Les salaires sont bas, l'amplitude horaire importante, le remboursement des frais kilométriques insuffisant, le travail le week-end répandu pour les aides à domicile. 58% exercent le samedi, 41% le dimanche. Alors en 2020, a été mis en place une nouvelle classification des emplois et des rémunérations, dit Avenant 43. Alors nous avons entendu de la part de nos employeurs et des syndicats que nos salaires allaient augmenter, beaucoup augmenter, et même que ce serait le jackpot pour certains.
Mais de quoi s'agit-il en fait? C'est tout simplement une classification où nous sommes mis dans des catégories, des filières, des échelons, dit plus simplement dans des cases. Et pour changer de case, il faudra de l'ancienneté. Prouver que nous maîtrisons parfaitement notre boulot. Avant, nous avions automatiquement des petites augmentations tous les ans, mais maintenant, ça sera tous les 5 ans. Donc voilà le tour de passe-passe opéré par nos directions et nos syndicats signataires. Et puis, il y a le must, l'échelon mérite, le fameux échelon 3. Mais là, il ne faut pas avoir eu de souci avec sa direction, ni d'avertissement disciplinaire. Sinon, l'échelon 3 te passe sous le nez. Alors, en règle générale, la direction a traîné la patte pour faire passer les entretiens d'évaluation pour l'échelon 3, qui permettait tout de même d'augmenter nos salaires. Surtout, elle ne l'a donné qu'à quelques collègues. De plus, dans certains départements, les conseils départementaux faisaient traîner aussi pour ce passage d'échelon, même pour les augmentations de salaire. Alors la classification des revenus, eh ben, c'est un piège pour les travailleurs, car les augmentations ne sont pas uniformes et créent des divisions entre nous. De plus, la mesure est synonyme de blocage de salaire pour une période de 5 ans. Et les salaires en début de grille se retrouvent plusieurs fois dans l'année en dessous du SMIC, et donc régulièrement réajustés au niveau du SMIC. Alors nous, à Lutte ouvrière, nous exigeons des augmentations de salaire uniformes et indexées sur l'augmentation des prix. C'est plus juste, surtout pour les petits salaires. Alors le secteur de l'aide à domicile a subi aussi l'annualisation du temps de travail. Ce qui veut dire que nous avons un compteur d'heures, un compteur temps individualisé, avec une fourchette d'heures basse et haute, que nous sommes obligés d'appliquer. Cela signifie que nous devons travailler plus ou moins que l'horaire moyen, sans pouvoir refuser. Nous pouvons dire merci à Martine Aubry, qui était ministre socialiste de l'emploi et de la solidarité dans le gouvernement de Jospin, qui avait fait croire en 2000 aux travailleurs, avec l'appui des syndicats, que nous allions travailler moins en maintenant notre salaire, alors que le passage aux 35 heures a eu pour conséquence le blocage des salaires et la liberté pour les employeurs de nous faire travailler comme ils en ont envie. Alors si ton compteur d'heures est positif en fin d'année, ces heures sont payées au tarif d'heures complémentaires, majorées que de 10% et non en heures supplémentaires. C'est donc tout bénéfice pour l'employeur. Et je peux vous affirmer, là où je travaille, que chaque année, il y a un paquet d'heures complémentaires qui représente l'équivalent d'environ 5 à 6 salariés à temps plein. Alors là, je vais vous faire un petit témoignage de collègues de travail, je vais citer. Alors nous partons de chez nous pour aller directement sur notre lieu de travail, qui est le domicile du bénéficiaire de l'intervention. Et enchaînons nos missions tout au long de la journée, qui peut commencer tôt, à 7 h le matin, dans les transports, les bouchons, les bus. Et nous finissons tard. Entre-temps, nous faisons une petite pause pour manger, soit sur un banc, dans notre voiture, voire en conduisant. Et quand nous ne sommes pas trop loin du bureau, nous pouvons mettre les pieds pour nous réchauffer ou nous désaltérer. Mais là, c'est essentiellement quand nous avons du temps, ce qui est très rare. Parfois, nous préférons même manger dans notre voiture, car au bureau, il y a les petits chefs qui se permettent de venir nous parler pendant leur pause. Notre pause, plutôt. Alors, l'aide à domicile, c'est très peu de réunions pour nous rencontrer, qui nous permettraient de nous retrouver. Très peu de réunions sont prévues pour nous rencontrer quand il y en a une. Il faut vite partir pour aller sur une intervention et même partir avant la fin de la réunion, car nous risquons de nous faire engueuler. Alors voilà le quotidien de l'aide à domicile.
nous pouvons y ajouter le mépris de nos directions, qui attendent de nous que nous soyons en forme pour faire du chiffre. Mais quand les douleurs se font sentir et qu'on est souvent en congé maladie, les directeurs n'hésitent pas à nous passer devant la médecine du travail pour nous mettre en inaptitude. Et bien souvent, nous entendons en plus de la part de la direction, je cite, « Si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à changer de crèmerie ». Alors nous exerçons des métiers qui sont d'utilité publique. Aide aux malades, aux personnes âgées, protection de l'enfance. Alors nous pouvons dire que nous faisons partie de cette catégorie de travailleuses que l'on dit essentielles. Et travailleurs, j'ai oublié. Eh ouais, on va parler du Covid d'ailleurs là. Alors pendant le Covid, nous sommes soudain devenus visibles, les premiers de cordée ou de corvée. Nous étions sur les routes pour aller nous occuper des personnes fragiles, dépendantes et en attente de nos interventions pour avoir un lien social. Alors au début, il a fallu même se battre pour avoir du matériel, des gants, des masques. Quand le confinement s'est terminé, nous sommes retournés dans l'oubli. Une petite prime pour nous remercier, et là encore, il a fallu l'arracher des financeurs et de nos directions. Actuellement, c'est un travail où il y a beaucoup de turnover. Les jeunes collègues ne restent pas, et nos directions s'étonnent de ne pas réussir à recruter et fidéliser les salariés, même en leur offrant un CDI rapidement. Alors, dans l'association dans laquelle je travaille, le président a même osé dire, je cite, vous allez être choqués, hein, que l'aide à domicile, c'est un salariat touristique. Bref, les collègues font du tourisme en s'occupant des personnes en perte d'autonomie. Ça choque, hein. Comme nous intervenons auprès de personnes et pas de machines, nous en sommes souvent réduits à prendre sur notre temps personnel pour nous occuper correctement et aider les personnes au cours de notre journée. Car les plans d'aide pour les usagers sont découpés en tranches. Un quart d'heure pour un goûter, une demi-heure pour un repas. Donc vous imaginez bien que cela se passe au pas de course. Et du coup, nous faisons du bénévolat parce que nous, on ne veut pas être maltraitants. Alors que le gouvernement et les conseils départementaux nous font du blabla. Quand ils nous disent mettre les moyens financiers pour bien s'occuper de nos aînés du vieillissement et nous baladent avec leurs plans ou schémas pour le grand âge. Alors en résumé, les salariés de l'aide à domicile sont précaires, mal payés, isolés, méprisés par les directions, surtout les salariés au bas de l'échelle, particulièrement maltraités par les directions. Alors aux dernières nouvelles, ça bouge un petit peu dans l'aide à domicile. Concernant les financements et l'activité. Alors nationalement, les conseils départementaux ont lancé des appels à projets sur lesquels les associations pouvaient se positionner pour remplir les missions de service à la personne. Celles qui sont retenues ont une augmentation de 3 € de financement de plus par heure d'intervention, sous prétexte d'améliorer les conditions de travail et de revaloriser nos métiers. Mais attention, les 3 € c'est pour l'employeur et pas pour augmenter nos salaires et pour rembourser nos frais kilométriques. Alors parmi ces projets, il y a la création des équipes autonomes. C'est une usine à gaz où les salariés sont regroupés, devront se remplacer entre elles s'il y a une absence, un congé maladie, elles devront s'arranger pour prendre les vacances et faire leur planning. Et on nous dit que cela permet de revaloriser le métier. Mais pas du tout. Cela permet aux directions de faire des économies sur les personnels administratifs et de dire que ce ne sont pas eux qui ont refusé les congés, mais nos propres collègues qui travaillent dans notre équipe. Surtout, cela leur permet de nous faire travailler plus, car nous devons nous remplacer entre nous même à la dernière minute. Donc c'est tout bénéfice encore pour la direction.
L'autre nouveauté, on en parlait tout à l'heure, ce sont les fusions-absorptions entre associations. Nationalement, les plus grosses associations mangent les plus petites. Par exemple, là où je travaillais, en un an, ils ont croqué 3 associations. Au début, l'association est mise sous tutelle en gestion et ensuite, il y a un accord de fusion-absorption. Alors, pour justifier ces fusions, notre direction nous explique qu'il n'est pas acceptable que des salariés se retrouvent au chômage et que les missions pour les bénéficiaires doivent continuer. Bref, le blabla traditionnel. Je cite, « Nous sommes humains, avec des valeurs d'entraide et de solidarité. Donc, quand nous pouvons, nous aidons les autres associations. » Mais la première motivation pour les directions, c'est de récupérer un nouveau marché, sur un nouveau secteur, où ils ne sont pas présents. Et bien sûr, des heures d'intervention et leur financement qui leur permettent de rentabiliser leur propre structure. Donc, en un mot, c'est la loi de la concurrence et du marché comme n'importe quelle autre entreprise. Alors, autre chose aussi. Alors, c'est vrai qu'avec des collègues, on a été tenté de saisir à plusieurs reprises la médecine du travail et l'inspecteur du travail pour nous aider à résoudre les problèmes que nos collègues rencontrent sur leur service, pensant qu'ils allaient être de notre côté pour nous aider, notamment lors de discrimination, de harcèlement, de sanctions disciplinaires abusives. Eh bien non. Nous avons fait le constat à plusieurs reprises qu'ils étaient en étroite collaboration avec notre direction pour les aider à se séparer d'un salarié qui les gêne. Par exemple, en mettant une inaptitude pour raison de santé des salariés après que le médecin du travail s'est entretenu avec la direction, alors que c'était juste un différend entre une salariée et sa chef de service. Ou une autre qui a fait une dépression à cause de l'attitude de ses petites chefs qui changeaient constamment son planning. Nous avons encore beaucoup d'exemples, mais je vais vous épargner. L'inspecteur du travail ne nous répond jamais, par écrit quand nous le lui demandons. Ainsi, aucune trace. Il est en étroite collaboration lui aussi avec notre direction. Alors là, je vais arriver au comment on peut militer quand on est un communiste révolutionnaire dans l'aide à domicile. Donc je vais vous parler de mon expérience militante de mon association. Alors tout d'abord, pour planter le décor, comme ce sont des patrons dits de gauche, qui sont dans les conseils d'administration, ils ne se remettent jamais en question et ils sont sûrs de faire du social. Mais ils se comportent en fait comme de vrais patrons. Par exemple, je les cite. Nous, si nous pouvions, nous vous payerions plus cher avec de meilleures conditions de travail. Mais nous ne pouvons pas. C'est à cause des financeurs. Nous ne comprenons pas ce que vous avez à nous reprocher. Nous sommes de votre côté. Nos valeurs, c'est l'entraide, la solidarité. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous devons ramer dans le même sens. Depuis plusieurs années, nous n'entendons plus parler d'usagers, de bénéficiaires, mais de clients. Les employeurs parlent sans complexe d'entreprise, sauf quand ils interviennent dans des conférences du grand âge. Là, ils retrouvent le vocabulaire du social. Vous comprendrez bien qu'en comparant ce genre de propos avec la réalité du travail, ils nous font douter de leur engagement social, alors qu'ils croient nous mettre de leur côté. Bref, leur musique ne marche pas et finit par sonner faux. Alors très vite, après mon arrivée dans l'association en 1998, nous nous sommes syndiqués CGT à 4 et nous nous sommes présentés aux élections professionnelles pour pouvoir militer auprès de nos collègues. Et très vite, nous avons rencontré des problèmes, car l'association était en redressement judiciaire et nous avons dû nous organiser collectivement pour défendre nos intérêts. Nous, on s'en moquait d'être repris par une autre association, de changer de nom et de s'appeler Domicile Action 66 à l'époque et maintenant Enfance Catalane. Ce que nous voulions, c'était le maintien de tous les emplois et de nos avantages acquis. Qui allait nous payer, ce n'était pas notre problème. Là aussi, nous avons dû montrer à l'appareil de la CGT que nous pouvions nous-mêmes défendre nos intérêts.
alors que les responsables de l'union départementale nous disaient, je cite, « Vous ne pouvez pas être juge et partie, alors nous allons aller négocier à votre place. » Et aussi, ils nous baladaient pour aller voir les élus de gauche. Donc cela, ça a duré qu'un temps. À ce moment-là, nous avons appris à militer collectivement, en faisant des assemblées générales, des banderoles, des panneaux, des cahiers revendicatifs, et en décidant collectivement de nos actions. Nous avons appris à occuper la salle d'attente de l'administrateur judiciaire pour qu'il nous rende des comptes. On voulait savoir qui allait nous manger et comment. Nous nous sommes invités à plusieurs salariés à une réunion entre le conseil départemental et nos repreneurs, où normalement, seuls les élus étaient invités, pour parler sur nous d'ailleurs. Dans cette période, afin de pouvoir communiquer entre nous, j'ai dû récupérer auprès de mes collègues leur numéro de téléphone, leur adresse mail perso, pour pouvoir leur envoyer les tracts et surtout pour se retrouver rapidement. Cela va me servir plus tard, et m'a servi à cette époque-là aussi. Nous avons organisé aussi des sorties, randonnées, plages pour renforcer les liens. Nous avons aussi mis en place une réunion syndicale une fois par mois, en invitant des collègues aussi non syndiqués, afin qu'ils puissent nous connaître et nous rencontrer. Cela nous a permis de tisser des liens entre nous. Les rencontres se faisaient en extérieur de la boîte et après le travail, sur des horaires pas toujours confortables, style de 19h30 à 22h30, voire jusqu'à minuit. Mais à l'extérieur de la boîte, c'était surtout pour pas être vu des patrons. Alors depuis cette époque et aujourd'hui encore, quand les collègues nous interpellent sur différents problèmes, nous leur proposons une réunion en extérieur. L'hiver, nous utilisons les salles des unions locales CGT. Et l'été, nous allons dans un parc avec un ordinateur pour construire notre cahier revendicatif ensemble. Et nous décidons collectivement des actions à mener. Dans les actions pour rencontrer la direction, ce ne sont pas forcément que les délégués qui s'expriment où ils vont. Ainsi, tous militent. Ils apprennent aussi à reconnaître les actions qui sont des voies de garage, comme par exemple les pétitions, les courriers et rencontres avec les élus locaux. Par le biais du collectif CGT de l'aide à domicile, nous avons pu aussi rencontrer des salariés d'autres associations avec lesquelles nous avons gardé des liens. C'était un collectif départemental où nous nous retrouvions pour mettre en place des actions collectives syndicales. Aujourd'hui, ce collectif n'existe plus. Alors, c'est un travail qui paye et patient. Mettre les services de l'aide à domicile en grève, ce n'est pas facile, car il y a de la culpabilité de laisser tomber la personne âgée qui nous attend, ou l'enfant placé qui voit son parent ce jour-là. Mais quand les collègues tombent comme des mouches, en burn-out, pleurent au cours des interventions, ou le soir chez eux, tellement qu'ils sont épuisés par les horaires de travail, les bas salaires, les conditions de travail de plus en plus difficiles, et qu'en plus, ils sont confrontés au mépris des directions, c'en est trop. Alors en septembre 2019, par exemple, une salariée responsable de secteur qui ne supportait plus la surcharge de travail et la pression de la direction est partie dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Nous avons considéré qu'il s'agissait d'un licenciement déguisé. Et cela a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Après de nombreuses assemblées générales, le 8 octobre, nous avons voté la grève à 22h pour le lendemain. Et chacune a redoublé d'énergie pour préparer cette grève. Nous avons préparé un cahier revendicatif, augmentation de 200 € net mensuels, le passage de 35 à 50 centimes du kilomètre de l'indemnisation de déplacement, la prise en compte de tous les temps de trajet au réel et la création d'un poste supplémentaire de responsable de secteur. Nous avons fait ensuite la tournée des autres services de l'association pour informer des raisons du mouvement, avec un bon accueil chez les éducateurs. Nous nous sommes ensuite rendus à la maison sociale de proximité, structure du conseil départemental dirigée par le PS, dont dépend le financement de l'association. Nous avons été reçus par nos employeurs et tous les collègues ont pu s'exprimer. Et à l'issue de cette grève, nous avons obtenu
pour tous les salariés les 2 jours de congé avec effet rétroactif 4 ans en arrière, qui était déjà offert par le conseil d'administration aux autres salariés que ceux de l'aide à domicile. Et tout ça dans la même association. Alors dans ce mouvement organisé collectivement de bout en bout et dont les participants pouvaient être fiers, tout le monde a bien compris que seul compte le rapport de force face à la direction. Et bien quand on y prend goût, on recommence. En avril 2022, nous avons fait grève aussi pour nos frais de déplacement. C'était en 2022, le remboursement des frais kilométriques était à 0,35 € le kilomètre depuis 2008. Alors que le prix du carburant ne cessait d'augmenter. Pendant les semaines précédant la grève à l'Enfance catalane, nous nous sommes retrouvés en Assemblée Générale pour envisager des actions collectives, pour nous faire entendre. Nous avons préparé un cahier revendicatif pour les 80 € le kilomètre, ainsi que la prise en compte de toutes les intervacations réelles. Finalement, nous avons été augmentés à hauteur de 0,40 € le kilomètre. Et nous avons imposé à notre employeur la prise en compte des temps, des temps de travail, des temps de trajet entre les interventions. Alors pour certains d'entre nous, c'était la première grève. Et nous en sommes ressortis plus forts, contents d'avoir participé, encouragés par nos familles. En 2 journées de grève, nous avons appris beaucoup, notamment que pour gagner, il faut la lutte. Alors, autre exemple de mobilisation, plus récemment, en octobre 2023, nous avons été solidaires de nos collègues de la prévention. C'est un service éducatif. Collègues qui risquaient de perdre leurs emplois faute de renouvellement des budgets. La direction, à cette époque, a déclenché un plan de licenciement économique pour 9 éducateurs de rue, sous prétexte que les financements expérimentaux alloués en 2022 pour 2 ans ne seraient pas reconduits par l'État en 2024. Alors, comme nous commençons à être rodés, nous avons directement convoqué la presse pour taper là où cela fait mal pour notre direction et les financeurs en les dénonçant publiquement. Ce début de mobilisation a mis une belle pagaille dans les bureaux de la préfecture et du conseil départemental socialiste. Vendredi 27 octobre, l'Assemblée générale de toute l'association a réuni 50 salariés pour évoquer la situation des collègues de la prévention ainsi que du service enquête sociale où il y a 2,5 postes de gelés pour des raisons similaires. À cette Assemblée générale, il a été décidé de déposer un préavis de débrayage tous les mardis de 9 h à 13 h et à partir du 7 novembre et jusqu'à la pérennisation de tous les emplois avec un rassemblement devant la préfecture et le conseil départemental avec des prises de parole sous les fenêtres des décideurs. La lutte a payé, car il n'y a pas eu de licenciement, mais quand même demi-victoire cependant, car le problème n'a été repoussé que d'1 an. Alors, lors de nos grèves, on était très attachés surtout à faire la démonstration à notre direction que nous sommes capables de nous organiser, de leur montrer qui nous sommes. C'est un avertissement afin qu'ils fassent attention à ce qu'ils mettent en place, car ils risquent de nous trouver sur leur chemin. Par ailleurs, tous ces liens tissés pendant ces mobilisations et mes années de présence syndicale au quotidien m'ont permis d'intervenir politiquement auprès des travailleurs. Le résultat concret, j'ai commencé un bulletin d'entreprise lutte ouvrière de l'aide à domicile il y a à peu près 2 ans. Il reste fragile, mais apprécié des collègues de l'aide à domicile, qui se sentent vengés de la rapacité des directions et des petits chefs. Ce bulletin est diffusé sur 2 lieux en interne et un autre lieu en externe. La plus grosse diffusion se fait par mail, texto, WhatsApp, et nous continuons à tisser des liens pour que ce bulletin continue à exister. Alors, moi je me disais que je n'allais jamais arriver à faire bouger mes collègues de travail. Parce pour moi, il n'y avait pas de tradition de lutte dans l'aide à domicile. Eh bien, j'ai rencontré des travailleuses et des travailleurs merveilleux,
qui sont lutte de classe sans le savoir, qui savent s'organiser quand il le faut, faire des banderoles, y trouver des slogans, prendre la parole devant la direction, les médias, faire un tract, un cahier revendicatif, et qui savent se faire respecter et relever la tête. Alors, là c'est moins rigolo. Hein. Alors, en face de toutes ces réactions, il y a l'attitude de la direction, du conseil départemental et de l'État, qui ont été à chaque fois contre nous, car nous avons dit ce que nous pensions. Quand nous sommes en grève et que nous dénonçons la réalité de nos conditions de travail, les financeurs, l'État et notre employeur nous font la morale pour commencer. De la part de notre direction, par exemple, je cite, « Vous vous êtes mis en grève contre nous, nous n'allons pas vous payer vos heures de grève. » Mais aussi, il ne faut pas faire trop de bruit, car nous allons perdre les financements. Ce n'est pas une bonne idée d'alerter la presse. L'État et le conseil départemental nous ont demandé que vous arrêtiez d'être sous leurs fenêtres. De vrais paternalistes, ils se perdent même de nous appeler ou de nous interpeller avant notre grève pour nous en dissuader et nous faire culpabiliser. En fait, eux, ils sauraient mieux que nous ce que nous devons faire. Mais nous, du coup, nous avons vite appris et compris que convoquer la presse et faire du bruit les embêtait fortement. En effet, auprès de leurs petits copains qui sont dans d'autres conseils d'administration, qui sont des élus de gauche, nous leur posons un problème. Lors de nos grèves et lors des réunions CSE, alors CSE c'est les comités sociaux économiques, nos directions ne comprennent pas l'attitude de la CGT de la boîte, en disant, je cite, « ce n'est pas la même qu'ailleurs ». Ils ont même fait un courrier à l'Union départementale CGT pour leur demander de nous recadrer. Quand le bulletin lutte ouvrière est sorti, la direction a mené des enquêtes pour savoir qui le faisait. Nous avons reçu des mails menaçants, rappelant que la politique était interdite sur le lieu de travail. La directrice m'a demandé à plusieurs reprises si j'y étais pour quelque chose. Ils sont hantés par ce bulletin. Ils se demandent qui peut leur en vouloir à ce point-là. Ils sont même passés à l'offensive pour nous faire peur en s'en prenant à un de nos camarades élus CGT en montant de toutes pièces une faute professionnelle bidon. Alors pour conclure, créer des liens de confiance et organiser les collègues est un travail de longue haleine. C'est le cas partout, mais particulièrement dans des secteurs très précaires, employant des femmes souvent seules avec des enfants. C'est d'autant plus difficile dans des secteurs où les travailleurs sont isolés, avec très peu d'occasions de se retrouver, qui finissent tard et travaillent le week-end. Mais c'est possible. Mon expérience le montre, même si pour l'instant l'organisation est fragile. Il me semble que nous allons être amenés de plus en plus à militer dans des conditions difficiles auprès d'une classe ouvrière de plus en plus précarisée, isolée. Des travailleuses et des travailleurs, en fait, souvent, découvrant nos idées, notre façon de militer, que l'on arrive à impliquer de plus en plus et qu'on amène à s'organiser collectivement et à relever la tête devant leur direction. Car souvent, elles ont le sentiment d'infériorité, parce qu'elles n'ont pas fait autant d'études que ceux qui nous dirigent. Alors effectivement, c'est un travail de longue haleine, de redonner confiance aux nôtres, dans leur compétence à diriger leur mouvement. Mais une chose est sûre, même si la collègue ou le collègue quitte l'association, plus tard, elle se rappellera comment elle a organisé les choses et pourra à nouveau le mettre en application. Et quand les patrons pleurent, qu'ils ne trouvent pas de main-d'œuvre dans ce secteur, nous leur répondons d'augmenter vraiment les salaires, d'améliorer les conditions de travail et ils trouveront.
Et quand ils nous font travailler comme des forçats, nous leur opposons les embauches nécessaires et la répartition du travail entre tous, sans diminution de salaire. Alors, les associations là, qui interviennent dans l'aide à domicile ou les services à la personne ne sont pas cotées en bourse. Mais nos patrons ont le même comportement que les patrons du CAC 40. Faire du chiffre, que cela soit rentable. Si tu es un peu cassé, à la porte. Comme disait un directeur, je cite, le train part. Il faut monter dedans, rien ne doit dépasser. Autrement, si cela ne te va pas, tu peux rester sur le quai. Alors nous devons quand même être optimistes, car régulièrement des aides à domicile se mettent en grève comme dernièrement à Sérignan, près de Béziers, des collègues de l'ADMR, aide à domicile en milieu rural, se sont mis en grève le 25 avril 2024 pour dénoncer leurs conditions de travail, la précarité et l'indemnisation des trajets. Sur une pancarte, on pouvait lire, je cite, « On vit pour notre métier, mais on ne vit pas de notre salaire. » Et nous, quand nous étions en grève, on pouvait lire sur nos banderoles « Vivre de notre salaire, pas survivre ». Ah, j'ai oublié un truc, je n'ai pas présenté ma camarade lutte ouvrière qui m'aide au quotidien pour le bulletin d'entreprise lutte ouvrière et aussi qui est en contact avec mes collègues de travail. Okay. Alors si y a des personnes qui veulent intervenir, il n'y a pas de souci. Là, il y a quelqu'un. France comme en Martinique, c'est exactement la même chose. Merci, camarades. Bonjour, moi je suis militante à la gauche révolutionnaire et je suis aide à domicile depuis 3 ans maintenant. Je suis militante à Rouen et évidemment c'est les mêmes conditions de travail un peu partout en France. Moi j'avais une question sur quelles revendications on met en avant et comment on les met en avant pour arriver un peu plus loin, parce que les augmentations de salaire dans beaucoup de secteurs on est pour, les embauches parce que partout c'est impressionnant, les conditions de travail sont cassées, et moi je suis plutôt dans une bonne boîte parce que mes temps de trajet sont comptés ce qui est déjà bien, le matériel est là, etc. J'ai des collègues dans d'autres associations. Je suis sur Rouen, on est à 150 000 habitants, on a une trentaine d'entreprises. C'est pas normal qu'on n'ait pas les mêmes conditions de travail, qui doivent payer pour aller travailler en fait, qui n'ont pas le matos, qui n'ont pas l'essence qui est comptée, etc. Donc comment on fait pour... alors c'est peut-être un peu loin, mais pour arriver à une sorte de service public de la santé, du domicile, etc., histoire qu'on ait les mêmes conditions de travail, qu'on soit sur un pied d'égalité et qu'on puisse enfin prendre vraiment soin des personnes âgées et des personnes en difficulté. Alors, moi je suis auxiliaire de vie depuis 22 ans. C'est là, c'est ton âge, c'est dur. Voilà, et donc Pascal a vraiment exposé très bien les choses, donc je ne vais pas me répéter. Donc aussi, il y a 22 ans, on a monté le syndicat CGT. Il n'y avait aucun syndicat dans une association qui aujourd'hui a fusionné, où il y a près de 450 salariés, donc c'est pas rien, sur tout le département de la Vendée. Donc là aussi, c'est très difficile pour pouvoir militer. Et ce que tu dis, nous, c'est ce qu'on dit depuis près de 20 ans. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est d'intérêt général. C'est un service public qu'on a besoin. Et parce que, voilà, on n'a pas tellement parlé des bénéficiaires. Qui sont ces bénéficiaires ? On nous parle souvent des personnes âgées. Mais non. Alors oui, il y a des personnes âgées. Mais pas que. C'est ça. C'est toutes les personnes qui ne peuvent pas rester chez elles sans une aide, que ça soit de soins, d'accompagnement. Et voilà, donc ça regroupe une population énorme, énorme.
Donc voilà, c'est des personnes handicapées, les personnes qui sont suivies pour des traitements très lourds de cancer, hein, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de place dans les hôpitaux, il n'y a plus de place dans les maisons de retraite. Et qui s'occupe de ces personnes? C'est nous. Donc voilà, faut arrêter aussi, il faut parler de la population que ça représente. Ce n'est pas que des personnes âgées, même si c'est très important, mais ce n'est pas que des personnes âgées. Demain, il n'y a plus d'auxiliaires de vie d'aide à domicile, la société, c'est pas, les gens mourront chez eux. Voilà, ça faut le dire. Donc aujourd'hui, c'est notre première revendication, le service public. Ça ne peut pas être autrement. De toute façon, on va droit au mur. Ils ont beau fusionner ce qu'ils veulent, on va droit au mur. Et ça, c'est sûr. Parce qu'en plus, voilà, des personnes âgées, il y en a de plus en plus. Là, il y a une espèce de vague qui va arriver, hein, donc qui va se rajouter. On a aussi énormément de malades en psychiatrie. Hein. Faut savoir qu'aujourd'hui, 95% des malades en psychiatrie, ce sont des auxiliaires de vie, des aides à domicile qui s'en occupent chez eux. Qu'est-ce qu'on fait de ces 95 personnes? Ces 95, ça représente une population énorme. Voilà, donc c'est vraiment la première revendication. Et nous, il faut qu'on se batte pour ça, en priorité. Et c'est justement en faisant grève, en arrêtant de travailler, hein, et en s'organisant. Alors effectivement, il y a les revendications, et tu as raison, mais ça c'est fait exprès, et ça prouve bien la désorganisation à cause du gouvernement de ce secteur. C'est-à-dire qu'il y a des associations qui sont payées 0,30 du kilomètre, d'autres 0,50, d'autres 0... C'est quoi ce bordel? Enfin, c'est n'importe quoi. Il y en a qui sont payés entre deux, le temps de déplacement, d'autres pas, d'autres qui ont des primes de salissure, d'autres pas, d'autres qui nettoient leur blouse, d'autres pas. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et ça, c'est pour essayer de faire des économies au gouvernement, à l'État. Et ça, c'est plus possible. Donc je vais m'arrêter là, parce que je pourrais en parler des heures. Mais voilà, donc n'ayez pas peur d'intervenir, parce que c'est un métier qui est méconnu. Ce n'est pas que des personnes âgées qu'on s'occupe. C'est toute la population qui a besoin d'aide dans notre pays. Voilà. Je voulais dire que moi je suis dans le Rhône, que le patronat de l'aide à domicile, il applique d'abord le divisé pour régner. Il y a 4 conventions collectives, il y a des boîtes privées, des boîtes publiques. Il n'y a plus besoin de passer chercher les feuilles de paye puisqu'elles sont envoyées numériquement. Il n'y a plus besoin d'aller chercher les plannings puisqu'ils arrivent tout seuls. Des gens peuvent travailler plusieurs années sans connaître un seul collègue. Donc la bagarre, c'est donc d'aller contre le divisé pour régner, en plantant un drapeau syndical ou quoi. Et pour ce qui est de l'activité politique, ben, c'est les mêmes difficultés puisqu'il faut commencer par connaître les collègues. Donc là, on peut progresser là-dessus. Et puis l'autre aspect, c'est sur la question de tout à l'heure, là, sur les revendications. Alors, c'est sûr que ça répond à un service public, ça devrait être la logique du service public, sauf qu'on voit ce qu'ils deviennent, les services publics. Et là, pourquoi ça manque... Le patronat des assos, il dit on n'a pas de rond. Pourquoi? Parce que le département ne paye pas. Et pourquoi? Parce que l'État ne paye pas. Et pourquoi? Parce qu'il finance la prochaine guerre mondiale. Donc, en gros, on a besoin de dire ce qu'il y a besoin, un service public, que ce serait normal. C'est pour montrer ce qu'il y a besoin. Mais la perspective, c'est qu'il faut que le pognon y tombe. Et tant qu'il va faire des bombes, eh bien, il ne viendra pas ni dans la santé, ni ailleurs, ni dans les autres services publics. Je vais juste répondre un petit peu là, parce que bon, c'est vrai, j'ai entendu parler de service public. À une époque, ça a été un service public. Les conseils départementaux se sont débarrassés de ça, parce que justement, ils en voulaient plus de ça. Et là, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Les centres d'action sociale, c'est les mairies, se débarrassent aussi de ces services-là. Et donc, dans l'aide à domicile, moi, en tant que militante de lutte ouvrière, ma première motivation, c'est de réunir mes collègues et effectivement, politiquement, sur des bases politiques. Parce que, comme disait le camarade, le service public, on voit la Poste, on voit EDF, ça se délite. Et moi, j'ai pas envie de... j'ai pas envie de faire de perdre du temps à mes collègues.
Moi, j'ai envie d'aller droit au but, en leur disant de toute manière, on va jamais s'en sortir individuellement. Ça va être collectivement. Et on va pas faire l'impasse en allant chercher des solutions au PS ou à la LFI. On doit avoir un axe, la révolution, prendre le pouvoir. Même nous, les aides à domicile, on peut prendre le pouvoir. On a les capacités. Mais comme je disais tout à l'heure, il faut commencer par leur redonner confiance. Il faut commencer par leur dire, relevez la tête, regardez votre patron dans les yeux. Celui-là, il fait pipi et caca comme toi. Si il est payé, c'est parce que tu te lèves le matin. C'est toi qui lui fais ton salaire. Je voulais faire aussi une intervention avant de redonner le micro. Je travaille ouvrière à Safran, ici dans la région parisienne. Et je voulais juste raconter une petite anecdote. On a des femmes de ménage déjà, avant ça s'appelait SNECMA, qui étaient aussi avec des salaires SNECMA. Et ça a été une boîte, tout a été sous-traité. Parce qu'évidemment, on paye moins cher du coup. Juste une petite anecdote. Juste une petite anecdote, c'est que pendant le Covid, justement, les femmes de ménage, on était en lien avec les salariés, et les femmes de ménage m'appellent, elles me disent, mais tu te rends compte? Ils sont en train de dire, ils nous avaient réunis dans les ateliers, en disant, tu te rends compte? Ils ont raconté à tout le monde que c'était des mecs comme NCIS, qui venaient désinfecter les ateliers, les toilettes et tout ça. Alors que c'est les femmes de ménage qui sont battues pendant le Covid pour avoir des gants, comme partout, pour avoir des gants, des nettoyants, bon voilà. Et pour dire aussi, eh bien, en fait, et elle a raison la copine, qu'on soit n'importe quel ouvrier dans les entreprises partout, de toute façon, c'est les luttes qui compteront. Et les femmes de ménage, vous savez ce qu'elles ont fait? Elles ont fait des réunions, ils ont réuni les salariés dans les secteurs en disant, mais tu sais, ton patron c'est un menteur comme d'habitude, c'est nous qui avons fait le nettoyage et c'est nous qui avons nettoyé tout sans les gants. Alors oui, les prochaines luttes, et puis c'est ce qu'on fait depuis des années, c'est que il faut qu'on ait des orientations politiques, et c'est dès maintenant. Bravo. Non, il y avait déjà, voilà. Du coup, ouais, c'est juste pour aller dans le même sens sur les orientations politiques, parce que les copines, elles ont reparlé, les services publics, c'est de l'enfumage en fait. C'est comme le fait que, ah oui, mais moi je suis une association, je suis gauche, je suis ci, je suis ça. On est dans le capitalisme en fait. Les patrons, c'est des connards. On n'a rien à attendre d'eux, quelle que soit l'étiquette qu'ils se mettent. Et en fait, donc service public, en fait, c'est une manière de se dire, genre, l'État, alors c'est vrai, il fait pas les choses trop bien, mais quand même, il est un peu avec nous. Non, l'État, il va nous envoyer au front, il va nous envoyer à la guerre, il va envoyer nos mômes se faire cramer, il a envoyé nos mômes tuer les nôtres, parce que dans le reste du monde, les travailleurs, c'est les nôtres, c'est les mêmes. Et donc, vraiment, service public, je trouve, c'est... en fait, c'est un mot, notre colère, qui est légitime, qu'on doit se rassembler avec les collègues, mais en fait, il nous brouille la tête. Voilà. Bonjour, je suis auxiliaire de vie depuis 12 ans et j'ai la chance de travailler de nuit, donc je fais des gardes de nuit et je suis tombée chez une personne qui avait à peu près mon âge et au début que je travaillais, j'étais payée 6 heures sur 12 heures de présence, donc je faisais 20 heures, 8 heures et vu que cette personne était formidable, elle s'est battue et elle a réussi à faire en sorte qu'on soit payé 12 heures sur 12 heures de présence et du coup elle a fait pression sur le département avec d'autres personnes, notamment ses parents. Et apparemment, c'est illégal de nous payer 9 heures ou 6 heures sur 12 heures de présence. Et donc là, je suis chez un monsieur qui nous paye 9 heures sur 12 heures. Et du coup, je voulais savoir où est-ce qu'on pouvait trouver toutes les informations qui nous disent si c'est légal ou pas. Parce que c'est elle qui m'a dit que c'était pas légal, mais je la crois. Mais moi, j'aimerais bien avoir des infos concrètes à poser au monsieur pour qui je travaille, pour qu'il
ils fassent en sorte que ce soit possible aussi, quoi. Parce que moi, j'ai aussi l'impression que si on les met dans l'engrenage aussi, ces personnes-là, elles ont aussi un pouvoir, elles aussi. On n'est pas que les travailleurs. Alors après, ils ont aussi leur fatigue et tout ce qui s'ensuit, parce que moi, c'est des personnes handicapées. Mais Élodie, c'était une vraie lionne et elle a rien lâché et elle a réussi, quoi. Et c'était pas nous, c'est elle qui a réussi à faire tout le travail, quoi. Donc voilà, c'était une question. Concrètement, où est-ce qu'on peut trouver ces infos-là? Merci. Ok, merci. Alors moi, je travaille en EHPAD. Hein, c'est à peu près les mêmes problèmes, surtout. Alors, pas au niveau des EHPAD, mais au niveau des SIAD qui sont rattachés aux EHPAD, parce que je vois que vous avez exactement les mêmes problèmes, voire des fois encore pire en EHPAD, si on peut appeler ça pire. On a eu ce problème de personnel parce que, qui travaille de nuit et qui, justement, n'était pas payé complètement. On était voir même les salariés toutes seules sont partis voir l'inspecteur du travail à ce moment-là. Nous, en tant que CGT, parce que j'étais déléguée syndicale CGT, on est parti voir l'inspection du travail qui les a très bien orientés. Et comme j'étais élue, j'ai réussi à savoir que l'inspection du travail avait fait quand même son boulot jusqu'au bout. C'était long, hein, très long, mais il y a eu une amende au niveau de la direction. C'est une association qui regroupe à peu près une vingtaine d'EHPAD et pour le moment 1 ou 2 SIAD. Et donc ils ont quand même eu une amende, mais ils ne s'en sont pas vantés. Et moi je l'ai su en tant qu'élu. Mais c'est l'inspection du travail qui a été interpellée par les salariés, c'était à Paris. Et c'est avec l'inspection du travail qu'elles ont fait tout le boulot, quoi. Il est venu, il a contrôlé les plannings, parce que là le coût des plannings, alors je vois que pour les aides à domicile c'est exactement pareil que pour les SIAD, c'est-à-dire que c'est au FIC de se démerder pour faire les plannings. Et puis celles qui rouspètent, alors on leur donne les plannings les plus lourds, c'est-à-dire qu'on va les envoyer à droite et à gauche. Alors là, ils ne circulent pas en voiture, donc il n'y a pas de frais d'essence. À Paris, c'est plutôt la carte orange, mais on les envoie dans les endroits les plus compliqués. À 8h du matin, ils vont aller dans une rue et ils vont la renvoyer, par exemple à 16h, refaire cette rue-là, alors qu'elle a fait déjà tout le tour de Paris. Celles qui contestent ou celles, par exemple, qui sont malades, qui sont un petit peu trop souvent en arrêt maladie, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on va les mettre en incapacité, mais comme elle sait faire que ça, la fille, elle va aller rebosser ailleurs et elle va faire exactement le même boulot. Alors, où on s'est battu aussi quand même, c'est au niveau du matériel, parce que, par exemple, elle se baladait avec des trousseaux de clés énormes pour pouvoir rentrer chez les personnes âgées. Donc, il a fallu qu'on se bagarre pour avoir des coffres, tout simplement à la sortie des appartements, pour plus qu'elle se balade. Puis en plus, il y a un risque de les perdre, ces clés, en fait, etc., etc. Puis elle se faisait engueuler quand elle les perdait. On a demandé du matériel, parce que c'est pas normal qu'elles mettent les affaires, elles achètent un sac à dos, des chaussures, des machins. Enfin, il a fallu se battre pour tout, pour le matériel. Je vous parle pas du Covid, où elles avaient des masques 1 heure au lieu d'avoir des masques longue durée. Alors, on a eu des dons de la société L'Oréal, hein, qui sont arrivés un petit peu plus tard. Alors, c'était bien, parce qu'on avait du gel parfumé, qu'est-ce que c'était bien. Voilà. Moi, en tant que déléguée syndicale, on m'interdisait d'aller voir ce qui se passait dans les autres établissements par mesure de sécurité. Donc j'y allais aussi, j'étais obligée de me bagarrer parce qu'il n'y avait pas de matériel, il n'y avait rien. Les filles, elles étaient obligées vraiment de se bagarrer pour avoir le moindre petit truc. Mais c'est au quotidien qu'elles sont harcelées. Et je vois qu'effectivement, sur le domicile, c'est exactement pareil que les SIAD, parce que les filles qui sont auxiliaires de vie, puis les glissements de tâches. Alors vous n'avez peut-être pas ça. Le matériel. Alors imaginez quand vous devez aider une personne qui est super lourde, qui fait 150 kilos, les animaux, on n'en parle pas beaucoup. Mais alors quand vous arrivez qu'il y a un Doberman ou je sais pas quoi, les filles paniquaient, voulaient pas y aller, donc elles se faisaient sanctionner parce qu'elles voulaient pas y aller, etc. Enfin, c'est un truc de fou. Elle passait plus de temps à s'affronter avec la direction. Mais il y a un truc qu'a dit la copine et qui est très important, c'est qu'il faut apprendre en tant que militante révolutionnaire de dire aux filles de relever la tête. Parce qu'au début, elle me disait, écoute, tu es élue, tu viens avec moi et tu discutes avec la direction. Non, tu y vas, je suis derrière toi pour te soutenir, etc., etc. Mais c'est à toi d'y aller, c'est à toi de revendiquer. Et à la limite de te faire... Parce que moi, en plus, je suis même pas soignante. Hein. J'étais assistante de direction, pour dire. Hein. Donc, j'avais plein de tuyaux, c'est ça qui était bien. Mais ils n'étaient pas contents, mais en plus quand j'ai appris quand ils ont appris que j'étais à LO, alors là, c'était la cata. Hein. Ils ont voulu vraiment me dégager. Hein. Mais c'était bien, parce que j'avais plein d'infos que je pouvais transmettre aux filles sur leurs droits. Hein, parce qu'elles connaissent pas leurs droits, les congés, voilà, plein de trucs comme ça. Cette fameuse prime Ségur là, qui est vraiment, c'est vraiment de la merde. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Mais il a fallu
que j'apprenne à ce qu'elles relèvent la tête, qu'elles avaient les mêmes droits, parce qu'il y a beaucoup de salariés d'origine étrangère, elles ont des droits, et ça, il faut leur faire connaître. Et on se réunissait souvent le dimanche, parce que c'était là que la direction était absente. Donc on en profitait jusqu'à ce qu'on ne soit pas dénoncé, évidemment. Bah oui. Merci. Alors moi, pour répondre, en fait, c'est une association ou c'est en particulier employeur? Ah oui. Attends, je vais te redonner le micro. Non mais c'est bon, après, ouais. Et en fait, leur excuse pour pas nous payer les 12 heures de présence, c'est entre guillemets le taux de handicap de la personne qu'on aide. Voilà. Donc moi, la personne où on était payé 12 heures, elle était trachéo, donc je faisais des aspirations endotrachéales. Et là, la personne que j'aide, il a pas de problème particulier. C'est que des angoisses. C'est des angoisses. Et du coup, on est payé que 9 heures. D'accord. C'est ce qu'on lui a dit. Il a dit, moi j'aimerais bien vous payer 12 heures, mais en fait le département vous donnera jamais les 12 heures. Enfin, nous donnera jamais les 12 heures. Parce que je suis pas assez handicapée, quoi. Alors c'est vrai qu'il y a des choses dans la convention collective. Bon, il y a des choses dans la convention collective sur les gardes de nuit actives, semi-actives et tout ça, effectivement. Mais après, on peut obtenir des choses autres que ce qu'il y a dans la convention collective. C'est-à-dire qu'on peut s'organiser entre nous, faire des réunions. Il n'y a personne. D'accord. Parce qu'en mandataire, il y a d'autres personnes qui travaillent en mandataire pour les associations. Mais en fait, on s'en fout qu'ils sont mandataires ou pas. Parce que même dans les associations, il y a des collègues qui ne sont pas en mandataire et qui font aussi des gardes de nuit. Et là, il suffit de se regrouper tous ensemble. Enfin, il suffit. Il faut se regrouper tous ensemble, discuter nos revendications. Et c'est le rapport de force, hein. Ça sera pas la grève. S'ils veulent nous payer que 6 heures, et si on arrive à obtenir qu'on nous paye 10 heures, ça sera le rapport de force, il n'y aura que la grève. Moi, mon expérience le montre. Hein. Ce qu'on a pu arracher des patrons, ça a été que par la grève. Ils nous ont rien donné. Donc voilà, c'est pour répondre un peu à la question. Après, voilà, il y a des conventions collectives, mais bon, ça va pas suffire. L'inspecteur du travail, il va faire des petits trucs. Mais nous, si on veut plus, il faut y aller. Il faut se fédérer avec les autres corps de métier. Enfin, il faut amplifier notre mouvement. Il ne faut pas rester isolé. Et puis, elle est partie, la jeune fille. Elle est là. Ah oui. Il y a 2 personnes là-bas. On va répondre à ta question. Ben, on a répondu un peu tout à l'heure. Mais moi, je voulais dire que... moi, ça fait des années. Ça fait 25 ans que je suis militante de lutte ouvrière. Enfin... dans la boîte, là, 40 ans, mais ça fait des années que je milite auprès de mes collègues. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un travail au quotidien. C'est faire et refaire et défaire, redire les choses, répéter. Parce que nos patrons, ils sont de gauche, ils sont très bienveillants envers nous. Il faut qu'on soit dans le même bateau, il faut qu'on fasse du chiffre avec eux. Mais c'est pas ça. Notre problème, nous, on doit raisonner notre classe sociale. C'est notre classe sociale. C'est nos propres intérêts. Voilà, nous, on n'a pas à aller au conseil départemental réclamer du fric pour nos patrons. C'est pour nous quand on se déplace, quand on fait grève. Et donc, c'est un travail qui dure et qui dure jusqu'à un bulletin. Ça a mis du temps, le bulletin. Ah oui, ça y est. Voilà, bon, je sais pas si j'ai bien répondu, mais ça se fait pas comme ça, c'est vrai que c'est long, ouais. Oui, on va conclure. Par contre, si vous voulez continuer la discussion, voilà, vous pouvez après... Ça fait un bout de tour. Ah bon? Voilà, la dernière truc. Ça fait un bout de tour. Oui, par rapport aux conseils départementaux, les associations disent oui, mais c'est pas de notre faute. Les associations qui sont employeurs, c'est pas de notre faute. Il y a le conseil départemental qui nous donne moins de pognon, etc. Le conseil départemental dit oui, mais l'État nous donne moins de pognon, donc on peut pas vous en donner. Sauf que dans les conseils départementaux, il y a quand même des priorités. Par exemple, dans la Loire,
dans la Loire, ils ont refusé de payer la prime. C'est un des 2 départements qui ont refusé de payer la prime après Covid. Hein. Donc, il y a eu toute une histoire, et ils disaient non, on n'a pas de sous, on ne peut pas payer. Mais quand il a fallu payer les 180 000 € pour que la flamme olympique passe, hein, là, ils ont trouvé du pognon. Pour financer l'aéroport de Boutéon, où il y a très peu d'avions qui viennent, uniquement des avions privés d'ailleurs, parce que ces messieurs, les patrons, etc., font atterrir leurs avions, hein, ou pour financer les clubs professionnels de foot, etc., là, ils trouvent du pognon. Et ça, c'est souvent comme ça. Il faut quand même le dire aux gens. Ils pleurent tous, mais n'empêche, qui c'est qui a la base des rouilles, hein, c'est ceux qui bossent. Hein. Et pour répondre, l'argent du conseil départemental, c'est notre argent. C'est à nous, c'est à nous. Hein. On paye des impôts, on paye des trucs hein, quand même. Et voilà. Donc, et effectivement, moi j'ai été très attachée auprès de mes collègues de ne pas aller mendier au conseil départemental. Oh, il faut nous donner de l'argent et sous, voilà. On y va, on dénonce. Parce qu'en fait, ils vont les donner aux associations, ils ne vont pas nous les donner directement. Donc, on a autre chose à faire. On est en train de préparer la classe ouvrière à se battre réellement, à changer cette société. Parce que de toute façon, c'est invivable pour tout le monde. Donc voilà, c'est notre boulot au quotidien, nous, à Lutte ouvrière. Transformer cette société, prendre le pouvoir. Et l'aide à domicile, elle est capable de prendre le pouvoir avec les autres travailleurs.